Hello les amis, c'est Jérémy pour le calendrier de l'Avent First Pitch. Et ouvrons ensemble une nouvelle case. Le baseball n'est pas seulement un jeu, c'est aussi un mode de vie, un art de vivre, une ferveur, la passion. La carte à collectionner, Trading Card, est la pierre angulaire de cette culture du baseball. Rappelons-nous enfants avec nos paquets de cartes à la récré pour savoir qui a le meilleur joueur, quel joueur nous manque-t-il pour compléter l'équipe. Le troc en version culotte courte. C'est la beauté incarnée dans les cartes. Dans le monde des adultes, c'est un peu différent. Les mentalités changent. Mais l'échange fait de la résistance face à la spéculation. La carte dont je vais vous raconter l'histoire a défrayé la chronique pendant des années et le trésor se cache encore dans le monde entier et peut-être même dans l'Atlantide. Alors, mettez votre casque ou écouteur et embarquez avec moi pour la case Trading Card. Revenons dans les années 50, à New York encore une fois, avec les fondateurs de Topps, Cy Berger et Wiley Gellman, qui pour rivaliser avec le géant Bowman, ont créé une nouvelle collection qui devait être meilleure, plus attrayante, plus audacieuse. Elle devait révolutionner le marché. C'est donc à Brooklyn qu'ils se mirent au travail, et ils y restèrent très longtemps. Pendant des mois, les réunions matinales se transformaient en révisions nocturnes, et de l'hiver passe au printemps, jusqu'à ce que finalement le duo dévoile son produit final, la série Topps de 1952, considérée aujourd'hui comme le summum absolu des émissions de cartes de sport d'après-guerre. La carte Topps de 1952, par sa taille impressionnante, était sans précédent dans le monde des collectionneurs. Pas moins d'un set de 407 cartes, mesurant chacun un format de 6,7 cm de large pour 9,5 de haut. Elle allait devenir la plus importante édition annuelle jamais produite pour la vente libre. Mais la taille n'était pas le seul élément qui distinguait cette collection historique de ses prédécesseurs. Les rectos, délicatement colorés à la main, arborant des bleus profonds, des verts éclatants et des rouges chaleureux, étaient de véritables œuvres d'art miniatures. Quant aux statistiques des joueurs pour la saison précédente et leurs totaux en carrière au verso, elles offraient aux jeunes collectionneurs les preuves concrètes dont ils avaient besoin pour démontrer que leur héros des MLB était le meilleur. Non seulement la collection était immense, mais la taille des cartes elle était tout autant. Les images, plus grandes, plus contrastées que jamais, présentaient les portraits de leurs joueurs préférés. Les enfants étaient habitués à la taille de leurs cartes Bowman, Good ou Diamond Star. Aussi, lorsque Topps a produit cette version grand format, elles ont fait sensation et ont conquis le cœur de tous. Le seul inconvénient de cette taille, impressionnante, était qu'elles détonnaient littéralement. Non seulement elles étaient plus difficiles à manipuler, mais elles ne s'harmonisaient pas avec le reste des collections des enfants et étaient donc plus susceptibles de s'abîmer. Ce qui nous importe dans cette collection, c'est la série numérotée élevée, c'est-à-dire la 6e série, tant vantée, convoitée et recherchée. Produite en très petite quantité, elle est considérée comme la série Topps régulière la plus rare. La série de cartes numérotées de 311 à 407 comprenait 94 cartes imprimées individuellement. 3 cartes imprimées en double et une pléiade de grands talents, dont Jackie Robinson, Eddie Matthews et bien sûr la carte Rookie de The Commerce Comet, le Mickey, la carte Mantle, a été imprimée en double, avec 2 variantes distinctes. L'une des plus grandes cartes de la collection, la recrue Mantle de chez Topps est la pièce maîtresse de la série Topps de 1952. Et, sans conteste, la carte de baseball de l'après-guerre la plus populaire et la plus précieuse qui existe. Mais, ce ne sont pas seulement les talents exceptionnels de Mickey qui ont hissé cette carte au rang de référence dans le monde des collectionneurs. Ce serait bien trop simpliste pour nous, car comme vous le savez, nous aimons tous une belle histoire dans le baseball, et un brin de mystère surtout. Et croyez-moi, l'histoire de Mantle et de ses coéquipiers aux numéros astronomiques regorge de tout cela et bien plus encore. Comme c'est la pratique actuelle, la série Topps 1952 a été commercialisée au printemps de cette année-là en 2 versions.
la série numéro bas, donc de numéro 1 à 310, et une autre avec les numéros élevés de 311 à 407. Première série, lancée au moment du début de la saison NMLB, s'est vendue comme des petits pains. Les jeunes, enthousiasmés par le nouveau départ de leur équipe locale, raffolaient de ces cartes colorées et de grande qualité. L'engouement pour les achats s'est poursuivi tout au long du mois de juillet, et à chaque paquet vendu, l'excitation et les attentes de Berger et Gellman grandissaient à l'approche de la sortie de la deuxième série. Malheureusement, leur inexpérience de jeunesse s'est fait sentir lorsqu'ils ont mal choisi le moment de la sortie. Lorsque les cartes les plus recherchées sont sorties, l'été était déjà bien avancé et l'enthousiasme des supporters en début de saison était dissipé, comme les chances de victoire de leur équipe bien sûr. Ils ont donc remis leur rêve de titre de World Series à l'année suivante, oublié tout ce qui touchait au baseball, y compris les cartes, et se sont concentrés sur le football. Les ventes de la deuxième série ont été si faibles que Topps s'est retrouvé avec un stock astronomique d'invendus, un surplus qu'une jeune entreprise ne pouvait simplement pas se permettre de conserver. Au début de l'année 1953, l'inquiétude fit place à la panique. Rien n'intéressait plus les enfants collectionneurs que les cartes de l'année précédente. Comme tous les enfants, ils aspiraient à la nouveauté, ce qui obligea Berger et Gellman à se démener pour trouver des solutions créatives afin d'écouler leur stock. Malgré les efforts pour nouer des partenariats avec des fêtes foraines, des fabricants de jouets et des campagnes promotionnelles, des centaines de boîtes restaient encore scellées dans leur entrepôt. 1953 laissa place à 54 et 55, et année après année, l'édition de 1952 tomba un peu plus dans l'oubli, même pour les deux pionniers. En 1960, après 8 années de frustration, Berger et Gellman n'eurent d'autre choix que de prendre une décision radicale. Face à un entrepôt débordant de caisses de la deuxième série Topps de 1952, ils décidèrent de limiter les dégâts et de libérer de l'espace pour de nouvelles affaires. Ils firent appel à une barge à ordures et, d'après les propos de Berger dans un numéro spécial du 50e anniversaire de Topps, entre 300 et 500 caisses intactes y furent chargées. Moins d'une heure plus tard, le navire mit le cap au large, où il allait déposer des milliers de cartes de Mantle, Jackie Robinson et Eddie Matthews au fond de l'océan Atlantique. Bien que la véritable carte de recrue de Mantle soit la Bowman numéro 253 de 1951, celle-ci était sa première carte Topps. Cette association du légendaire Yankee sur la première véritable série Topps en fait la carte de baseball Mickey Mantle la plus précieuse et la en place en deuxième position derrière la T206 Honus Wagner dans le débat sur le Saint Graal de la trading card de baseball. Les exemplaires en excellent état de la carte de Mantle peuvent facilement atteindre des prix à 6 voire 7 chiffres. En 2007, la carte Mantle 1952, classée PSA 9, a été vendue pour 282 587 $. Un an plus tard, la carte Mantle classée PSA 8 a trouvé preneur pour 112 800 $. Et au printemps 2013, la maison de vente aux enchères Robert Edward Auction a vendu un exemplaire classé PSA 8,5 à 272 550 $. Plus récemment, en 2018, une carte gradée 9 s'est vendue pour la somme astronomique de 2,88 millions de $. Le plus effrayant, c'est qu'il n'existe que 3 exemplaires de Mantle gradé 10, c'est-à-dire une carte intacte. Aucun pli, aucune rayure, rien. Imaginez le prix que pour l'un d'eux pourrait atteindre aux enchères. Selon des estimations crédibles, ces 3 exemplaires valent au moins 10 millions de dollars chacun. En voilà une sacrée aubaine pour quelques chanceux qui ont ouvert l'une des cartes en 1952 et qui ont eu la clairvoyance ou plus probablement la chance incroyable de la conserver précieusement. À l'époque, il n'y avait sans doute pas le meilleur moyen que dépenser 5 cents pour un paquet de cartes Topps. Imaginez un peu, c'est comme gagner au loto aujourd'hui. 1 $ pourrait vous rapporter 20 millions de dollars, avec des chances de gain supérieures à celles de la roulette 1 sur 38. Une question me taraude. Et si par hasard, vous trouviez aujourd'hui un paquet encore scellé, que feriez-vous?
garderiez-vous fermé par prudence? Actuellement, sa valeur est estimée entre 4 000 et 10 000 $. Ou bien, tenteriez-vous le coup? Déchireriez-vous l'emballage et tenteriez-vous de devenir millionnaire instantanément? Keep or whip? Ah ah, là est la question. On foncerait, vu le prix exorbitant des exemplaires PSA 1 médiocres de la carte de Rookie Mantle. Même ceux simplement authentiques se vendent à des milliers de dollars. On pense que le risque en vaut la peine, mais surtout on considère que toutes les autres cartes de haute qualité qu'on pourrait trouver dans le paquet, de quoi compenser son prix. Mais bon, vous suivez des conseils de collectionneurs de cartes vintage qui adorent les nouveautés. Moi je préfère garder l'authenticité. Une carte comme ça ne se vend pas. Elle est rare, chère, et donc à garder pour les plusieurs générations. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Et voilà les amis, la fin de l'histoire de la Rookie Card Mickey Mantle 1952. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite un joyeux Noël et passez de bonnes fêtes.